Bonjour, nous allons très certainement terminer ce chapitre en présence en cours. Mais comme je n'aime pas laisser les choses en plan et que je suis têtu, je vais terminer les vidéos malgré tout. Nous devions faire une introduction pour la partie 2 afin d'expliquer ce qui s'est passé entre François Ier et Henri IV. Beaucoup de choses en fait et assez mouvementées comme vous allez le voir. Alors, vous connaissez tous ce logo, même si vous n'avez pas vu la série, ce que j'espère d'ailleurs, car il n'est pas du tout recommandé pour des gens de votre âge. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est que nous allons voir que l'auteur s'est beaucoup inspiré de la période qu'on va évoquer, sauf que là, ça s'est passé en vrai, et c'était relativement sanglant et déplaisant. Alors, tout va bien dans la dynastie des Valois, la dynastie qui règne sur la France. François Ier meurt logiquement assez usé par ses excès de nourriture et également de conquête féminine, pour tout dire. Et son fils survivant et successeur est donc Henri II, un homme tout à fait en forme, bien que taciturne, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas beaucoup. Il épouse une princesse italienne très riche, faute d'être très belle, Catherine de Médicis, et ils ont beaucoup d'enfants. Jusqu'ici, tout va bien. Et c'est là que les ennuis commencent. Henri II adore la chasse et les tournois. Oui, les tournois, c'est-à-dire les joutes de chevaliers. On en est encore à les pratiquer, y compris en plein Paris. C'est ce qui se passe ce beau jour du 30 juin 1559. Henri II veut absolument participer et il se retrouve à affronter l'un des chefs de sa garde, le noble Montgomery. Une première passe d'armes, à ce qu'on nous dit, et la lance de Montgomery se brise. Mais le roi ne veut pas lui laisser le temps d'en changer. Il presse Montgomery de retourner à l'assaut. Celui-ci, pas le choix, obéit au roi. Et là, c'est le drame. Comme vous le voyez sur l'image, la lance de Montgomery ripe sur le casque du roi, ces casques pointus qu'on appelait des bassinets, et la pointe cassée va se loger dans l'œil du roi. Douloureux. Le roi est inconscient. On le transporte au Louvre et on fait très vite arriver les meilleurs médecins du royaume, à commencer par le chirurgien royal Ambroise Paré. Celui-ci a déjà fait progresser beaucoup de techniques, notamment la ligature des artères, pour éviter que les blessés ne meurent d'hémorragie. Comme on le voit sur ces jolies gravures de son livre imprimé, il avait étudié la plupart des blessures de guerre possibles, et il avait aussi des modèles de prothèses de jambes, et également un projet de prothèse de main que je ne vous montre pas, mais qui ressemble à s'y méprendre à une main de robot. Ça devait pas être tout à fait au point. Toujours est-il que c'est quelqu'un de très doué pour l'époque. Mais néanmoins, il n'arrive pas à faire grand-chose. Il paraît que Vézal serait lui aussi venu à la demande du roi d'Espagne Philippe II, qui voulait aider un cousin, on va dire, même s'ils étaient toujours en guerre, et que Vézal aurait constaté qu'il n'y avait plus rien à faire. En fait, a priori, le cerveau avait été aussi touché. Et au bout de 10 jours d'agonie, le roi meurt. Bon, donc Henri II est mort. Mais qu'à cela ne tienne, il a beaucoup d'enfants pour lui succéder, à commencer par son fils aîné survivant, qui s'appelle François, qui devient donc François II. Le petit problème, c'est qu'il n'a que 15 ans. C'est donc sa mère, Catherine de Médicis, qui va être régente, mais avec le poids très important de la famille des Guises. Les Guises, ce sont des gens de la noblesse qui sont notamment les oncles de la femme de François, la reine d'Écosse, Marie Stuart. Et ils sont très catholiques et ils vont prendre beaucoup de poids et beaucoup de décisions, pas toujours très judicieuses. Voici une de ces décisions malheureuses, justement. Il y avait un parlementaire, c'est-à-dire un membre de la Cour de justice royale, qui s'appelait Anne Dubourg. Anne était un prénom masculin à l'époque également. Et ce parlementaire était protestant. Il avait eu le tort de le proclamer très vigoureusement en début de l'année 1559, et du coup le roi Henri II l'avait fait arrêter. Son procès n'était pas terminé, il était dans une geôle quand le roi est mort. Ce qui fait que désormais, c'est la régence qui va s'occuper de son cas. Et ils ont voulu frapper un grand coup. Il a été condamné, et condamné en tant qu'hérétique. Ce qui fait
que le traitement que vous avez à travers cette gravure s'explique, même si c'est abominable. Il est d'abord pendu, peine infamante alors que c'est un noble, et ensuite son corps est brûlé. Car, en tant qu'hérétique, il est voué non seulement à mourir, mais aussi à être damné, c'est-à-dire à aller aux enfers, puisque, étant brûlé, il n'a plus de corps, il ne pourra pas ressusciter lors du fameux jugement dernier, si vous vous en rappelez. Il faut au moins avoir un squelette pour ça. En tout cas, c'est ce que croient les chrétiens, si vous vous rappelez. Mais nouveau problème. François a toujours eu une santé très fragile. Il attrape une méchante otite, et à l'époque sans médicaments, ça pouvait être fatal. Il en meurt. Bon, son frère va le remplacer sous le nom de Charles IX, sauf qu'il n'a que 10 ans. C'est donc toujours la reine-mère officiellement qui va régner pour lui, mais elle est toujours entourée des Guises qui n'ont pas changé de politique. Elle a quand même envie d'essayer de calmer le jeu. Les guerres de religion ont commencé, les nobles protestants n'ont pas du tout envie de leur laisser le pouvoir, et il y a déjà eu au moins 2 guerres. Elle se dit que pour réconcilier tout le monde, il suffit de prendre un prince protestant assez jeune, Henri de Navarre, un cousin de la famille royale qui plus est, et de le marier avec sa fille, Marguerite, qui du coup, devenant reine de Navarre, sera surnommée la reine Margot. Jusqu'ici tout va bien, soi-disant. Eh bien, pas du tout. Le mariage qui devait réconcilier tout le monde se transforme en noces pourpres, c'est-à-dire que la nuit après le mariage, un complot vise à tuer les chefs protestants, mais il dégénère en vaste massacre à travers toute la ville de Paris et même des villes de province. C'est ce qu'on va appeler la Saint-Barthélemy, car c'était ce jour-là. Ça fait environ 3000 morts parmi les protestants de Paris, ou les invités assemblés, dont le chef de leur armée à l'époque, l'amiral de Coligny, qui est défenestré et dont on achève le cadavre, déjà pourtant tout à fait refroidi, en le dépeçant. Charmant. Les Guises, en particulier, se sont acharnés. Mais du coup, ça va relancer les guerres. Henri de Navarre, le cousin, va être épargné, d'abord parce qu'il est de la famille royale, et selon une autre version, parce qu'il se serait caché dans la chambre de sa femme. Car oui, les époux ne dormaient pas dans la même chambre à l'époque. En tout cas, on dit que Charles IX aurait tiré au mousquet sur les passants pendant la nuit, quand on le veut faire passer pour quelqu'un d'à moitié fou. D'autres disent plus simplement qu'avec Catherine de Médicis, ils ont été horrifiés par ce qui s'était passé, parce que c'était pas du tout ce qui était prévu, et qu'ils se sont encore fait avoir par les Guises. Il n'y a pas de version très claire, ni historique, de ce qui s'est passé et de comment ça a été décidé. Mais Charles IX vit très mal les suites de la Saint-Barthélemy. Sa santé mentale, déjà fragile, semble empirer, et surtout, il tombe vraiment malade. Les protestants vont insister sur le fait que c'est là une malédiction divine, et ils racontent que le roi transpire du sang par les pores de sa peau. En fait, il avait plus probablement une tuberculose qui lui faisait tousser du sang et qui finit par l'achever, faute de médicaments à l'époque. C'est donc son frère, Henri, qui va lui succéder sous le nom d'Henri III pour un règne un peu plus long. Avec Henri III, on a enfin au pouvoir un roi capable de régner, puisqu'il est adulte, il a 23 ans, il est intelligent, il est en bonne santé et il est volontaire. Le problème, c'est qu'il n'a plus beaucoup d'argent, plus vraiment d'armée, et 2 camps très opposés face à lui. D'abord, celui des protestants avec son cousin Henri de Navarre, ensuite celui des catholiques, qui à force de devenir extrémistes, forment une ligue, financée par le roi d'Espagne Philippe II, qui voit tout ça d'un bon œil, et qui est menée par les Guises, les fils du premier François de Guise. Vous les avez sous les yeux, il y a donc Henri le Balafré, car il avait une méchante cicatrice à la joue, Charles de Mayenne, le frère cadet, et le cardinal de Lorraine, le dernier qui s'était retrouvé donc dans l'église. Et ils ont plus ou moins pour mission d'aider Philippe II à mettre sa fille à lui sur le trône de France, puisque c'est une petite fille d'Henri II également.
Mais la situation se complique encore quand le dernier frère et héritier d'Henri III, qui s'appelle François, meurt de la tuberculose lui aussi. Ce qui fait que le seul héritier qui reste à Henri III dans la femme est stérile, qui n'a donc pas pu avoir d'enfant, c'est son cousin Henri de Navarre, le protestant. Les catholiques ne peuvent pas supporter ça. Ils prennent le contrôle de Paris. Ils forcent le roi à faire des états généraux, donc une assemblée, pour plus ou moins lui prendre le pouvoir et choisir un héritier qui leur conviendrait, au cas où Henri III n'arriverait toujours pas à avoir un héritier direct. Henri III ne supporte plus cela. Il décide que le pouvoir royal est menacé par ces gens, et alors qu'il fait semblant de les convoquer, Henri et son frère, le cardinal, à Blois, dans son château, il les fait assassiner. En ce qui concerne Henri, il aurait subi, comme on le voit sur cette gravure assez réaliste, 30 coups de couteau. Mais Henri III va faire la grosse erreur que voilà sous vos yeux. Oui, une erreur pas très ragoûtante. Il fait dépecer les corps des deux victimes. Or, autant un roi peut faire assassiner quelqu'un qui attente à son pouvoir, pas de souci, entre guillemets. Par contre, détruire leurs corps, les réduire en cendres et les disperser dans la Loire comme il l'a fait, ça, c'est un crime aux yeux de la religion catholique, puisque ça détruit leur possibilité éventuelle de profiter du jugement dernier et de la résurrection. Et en effet, alors qu'Henri III se disait qu'en se débarrassant des corps, il empêcherait les catholiques de se recueillir sur leurs tombes et d'en faire des symboles ou des martyrs, c'est le contraire qui se produit. Son pouvoir est encore plus affaibli, pour la bonne raison que désormais, la Ligue va se déchaîner contre lui en produisant des milliers de gravures et de textes pour salir son image. Pour le faire passer par exemple pour un diable, comme on le voit là, mais aussi pour insister sur son affection pour ses ministres qui sont de jeunes nobles qu'on qualifiait de mignons, ou encore pour son passé trouble avec sa sœur dont on prétend qu'il aurait été l'amant. On le traite donc de frère incestueux. Tout ça est complètement faux, mais peu importe. Désormais, les catholiques ne considèrent plus Henri III comme un roi légitime. D'autant plus que, pendant ce temps-là, le roi n'a plus qu'un allié, c'est son cousin Henri de Navarre, et ils finissent par réunir leurs armées pour reprendre le contrôle de Paris. Et c'est dans ce contexte, alors que l'armée royale est devant Paris, que Henri III accepte de recevoir un moine qui essaye de lui parler depuis plusieurs jours et qui prétend avoir une lettre importante à lui remettre. Le temps que le roi la lise, paraît-il sur sa chaise percée, c'est-à-dire sur ses toilettes, car oui, on accueillait les gens même quand on était aux toilettes à l'époque, eh bien, le moine saisit un poignard et perfore le ventre du roi. Ce qui s'est passé là est inimaginable. Il faut bien se rendre compte que jusqu'ici, un roi sacré était intouchable. Charles VI, devenu fou, est resté roi. Jean II, fait prisonnier, n'a jamais été touché. Il est mort en prison, et personne ne lui a fait de mal. Et voilà qu'avec les guerres de religion, un roi peut passer pour illégitime et, finalement, traître même à Dieu. Néanmoins, pour les catholiques, c'était un mauvais choix, puisque Henri III a le temps de recevoir sur son lit de mort son successeur, Henri de Navarre, et de le faire reconnaître comme roi par tous ses conseillers. Un roi protestant. Henri III a toujours voulu faire respecter les lois du royaume et le pouvoir royal. Le seul héritier légitime, c'est donc son cousin, Henri de Navarre, qui va devenir Henri IV, dès qu'Henri III meurt. Et c'est dans cette situation très compliquée, avec plus de la moitié du royaume qui le déteste, qu'Henri IV va commencer son règne.